Je suis présenté comme assigné à résidence pendant la COP21 et inculpé de l'association de malfaiteurs de Bure. Donc ça fait un champ assez large, j'ai l'impression d'être écartelé dans la répression. Mais donc je vais essayer de faire le lien entre les deux. C'est ça un peu le problème de la répression, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'à où on remonte et où on commence en fait. Et quand on est sur des luttes, on est vite tenté de remonter 40 ans, 60 ans, 100 ans en arrière et retracer l'histoire de la répression, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on ne parle plus beaucoup de nos luttes et qu'on se définit beaucoup par la répression qui nous touche. Et qu'on participe beaucoup finalement à cette répression en se définissant par ce qu'on nous impose et pas par ce qu'on choisit en fait. Et ça, c'est un élément important que je tenais à souligner parce que depuis un moment, j'interviens essentiellement pour parler de ce qu'on m'a infligé et non pas de ce que je défends. Voilà, ça c'était une petite introduction, mais maintenant je vais quand même revenir au sujet. Oui, donc la question de la COP21 est quand même intimement liée avec la question de Bure, parce que s'il n'y avait pas eu Bure, j'aurais peut-être pas été assigné à résidence en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, je remonte quand même un peu, en 2015, je ne sais pas si je suis trop près du micro, ça va. En 2015, on a organisé, un certain nombre de personnes, plusieurs dizaines de personnes, ont organisé un camp anti-nucléaire et anti-autoritaire à Bure du 1 au 10 août. Et c'était la même année que la COP21 en fait. Et pourquoi il y a eu ce campement? Ce campement, il a eu lieu à Bure parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, dans le cadre des luttes anti-nucléaires, qu'il y avait un enjeu très important à bloquer les déchets nucléaires. Parce que si ces déchets pouvaient être enterrés à cet endroit-là, eh bien, à ce moment-là, la filière nucléaire pouvait continuer. Mais si on bloquait à cet endroit-là, eh bien, ça engorgeait la filière nucléaire. Ça, c'est pour le faire court sur l'argumentaire anti-nucléaire. Et la même année, il y a eu un salon, j'ai ramené une petite carte, il y a eu un salon du nucléaire à Paris. Je vais vous montrer la carte telle que le projette l'industrie nucléaire de ce que serait le territoire autour de Bure. Donc c'est une cible. C'est une cible, et ça ressemble à une carte militaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, ce n'était pas cette réalité, mais aujourd'hui, c'est cette réalité-là qu'on vit. C'est que le territoire, entre-temps, ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il était fortement militarisé entre-temps. Nous, à l'époque, on voyait très bien que... Et la cible, c'est quoi? C'est l'industrie du nucléaire. Le nom, c'est pour un cluster du nucléaire en Meuse-Haute-Marne. Donc c'est en gros comment transformer tout un territoire en une espèce de cluster de l'industrie nucléaire, puisque comme c'est de moins en moins acceptable de mettre le nucléaire sur un territoire, autant le mettre à un seul endroit, à un endroit où on cumule tout et où la population est très faible et où elle va pouvoir l'accepter ou le subir plus facilement, on va dire. Et donc tout l'enjeu à l'époque, c'était d'être présent à cet endroit-là, d'organiser ce campement pour qu'il y ait une espèce de regain de la lutte antinucléaire à cet endroit-là et qu'on y voit bien l'enjeu. Ce campement, à ce moment-là, il y avait une thématique qui était autour de la COP21. Donc, quelle perspective? Il avait été choisi par un certain nombre de réseaux et de militants de se concentrer sur la lutte de Bure et pas forcément mettre toutes les énergies sur la COP21, parce qu'il y avait une espèce d'abstraction de la COP21. C'était un peu le sommet de l'adversité et pas un endroit où un bon nombre de militants se reconnaissaient. En fait, en vérité, dans les réseaux écolos radicaux, on va dire, dans les ZAD et autres qui étaient déjà très actives en 2015. Enfin, il y avait vraiment à Notre-Dame-des-Landes déjà eu la confrontation assez brutale en 2014, 2013-2014. L'enjeu de la COP21 ne semblait pas quelque chose d'exceptionnel en fait. C'était plus un moment de se retrouver, avoir un ancrage et implanter la lutte à cet endroit-là. Et au moment de la COP21, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce qui, au démarrage, est une construction collective à Bure et environ, est transformé dans... Enfin, excusez-moi, j'ai peur en 6 minutes de... Ouais, donc au moment de la COP21, ce qui se passe, c'est qu'on est un certain nombre de gens assignés à résidence, donc 26 en France. Et moi, ce qui figure sur mon assignation à résidence, c'est spécifiquement ce campement, l'organisation de ce campement est le principal argument, parce que le deuxième argument, c'est participe à l'organisation de manifestations pour la COP21, ce qui est très flou. En vérité, il n'y a absolument rien qui est détaillé. On dit juste à travers les notes blanches, qui sont des notes de renseignement, qui vont être versées après coup, parce que c'est ça aussi, on subit initialement quelque chose qui est l'assignation à résidence, et c'est que quand on le conteste
qu'on en a la définition. C'est-à-dire que au moment où on introduit des recours, à ce moment-là, on obtient les notes de renseignement qui sont versées au dossier. Et si on n'était pas allé au tribunal, on n'aurait pas su finalement ce qu'on nous reproche. Et ce qu'on nous reproche dans les notes blanches, c'est l'organisation du camp de Bure, qui est considéré comme une espèce de camp d'entraînement radical en vue de la COP21 pour les Black Blocs. C'est défini comme ça. Donc déjà, ça fait un peu tomber des nues parce qu'en fait, ce qui s'est passé durant ce campement, c'est juste une réunion de discussion et d'information sur est-ce que la COP21 est une échéance intéressante pour se mobiliser en fait. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça, d'ailleurs c'était relativement fouillis. Ouais. Donc du coup, je me retrouve assigné à résidence pendant 17 jours, pointage par jour, 3 fois par jour. Je dois rester chez moi dans la commune, je ne peux pas sortir de ma commune. Ce que je soulève ouais, je suis vraiment, j'ai du mal à faire le lien. Ouais, mais ce qui est important vraiment dans la dimension de ça, c'est que l'assignation à résidence, elle va éclater toutes les frontières en fait. Elle va éclater toutes les frontières pour ce qui me concerne, c'est que je vais me retrouver moi propulsé comme défini par l'assignation à résidence. Et après la COP21, les gens, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent alors c'est fini ton assignation à résidence? On est 4 ans après quand même. Heureusement que c'est fini, mais c'est la banalisation du mal des processus, tout ce qui est la répression, il faut vraiment souligner cette banalisation du mal. C'est-à-dire que chaque palier de répression crée l'acceptabilité sociale du palier d'avant. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça va définir ce qui va pouvoir se passer à Bure ensuite. C'est-à-dire que on va arriver quelques années après. Moi, finalement, qu'est-ce qui se passe après la COP21? Je me dis, mon univers social a explosé. J'avais une segmentation à peu près entre monde professionnel, monde familial, etc. Sauf qu'aux yeux de tout le monde, parce que je me suis défendu de ce processus, parce que je me suis défendu de ce processus, finalement, tout le monde savait que j'étais l'assigné à résidence. Et donc après, je me suis installé à Bure dans la continuité de cette trajectoire militante. Et à Bure, ensuite, je ne sais pas si je peux prendre 1 minute de plus. Je suis désolé, hein, mais parce que c'est hyper compliqué de joindre les deux, mais c'est hyper important pour la... Enfin, j'essaye de faire de la trajectoire parce qu'elle est... Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est qu'au niveau de... moi, en fait, j'avais plus d'autres vies que celle par laquelle on m'avait défini avec l'assignation à résidence. Donc, de fait, ça m'a astreint à quoi? Ça m'a finalement assigné à quoi? À résistance. C'est à m'installer à Bure. Et d'avoir une vie 100% militante, puisque de fait, il ne me restait plus que cette possibilité après la COP21. Et parce que j'étais défini par ça. Et... la lutte de Bure, ça a été une lutte assez intense, je ne vais pas revenir sur les événements, mais ce qui s'est passé, c'est au niveau de la répression, et là je viens sur l'association de malfaiteurs, il y a eu des mobilisations très importantes, une confrontation, une conflictualité qui est montée d'un cran. En 2 ans, il y a une popularisation de la lutte, et plus elle est popularisée, plus évidemment le pouvoir en face sent le danger qu'il y a des militants qui se mobilisent sur place. Et va d'abord, avant on pouvait manifester et il y avait un peu une espèce de stratégie de laisser faire. C'est-à-dire qu'on ne communiquait pas, on laissait les militants agir. Et puis après, on a eu une confrontation vraiment policière qu'on connaît plus comme ce qu'il y a eu sur la ZAD, avec un déploiement policier très important 1 an plus tard. Et puis à partir du moment où le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y aura pas de ZAD à Bure, de fait, ça avait défini comment ça allait se passer à Bure. C'est-à-dire que maintenant, Bure devenait la ZAD numéro 2 après Notre-Dame-des-Landes, donc il fallait mettre tout en œuvre pour que ça ne le devienne pas. Et donc il y a eu un déploiement policier très important. On était contrôlé systématiquement devant notre seuil, 4 fois par jour. On pouvait sortir, si on sortait de chez nous, immédiatement, on tombait sur une patrouille policière. Ça a été ça pendant des mois, en fait. Impossibilité de bouger, de sortir, d'aller sur un chemin. Systématiquement, on était contrôlé par un escadron de gendarmerie stationné 100% du temps sur place. Et je finis sur l'association de malfaiteurs. Il y a eu un événement, à un moment donné, en 2017, il y a eu un départ d'incendie, une manifestation qui a fini dans l'hôtel-restaurant de l'Andra, qui est donc l'entreprise qui veut enfouir les déchets sur place.
Et à partir de là, il y a une instruction d'association de malfaiteurs qui a été ouverte. L'instruction d'association de malfaiteurs, ça a permis d'englober toute une lutte dans le cadre, ça c'est assez inédit en fait, ça a permis de calquer d'enfermer toute une lutte dans le dispositif de l'association de malfaiteurs, et du coup ça a permis de mener un grand nombre de perquisitions sur l'ensemble des acteurs de cette lutte, sans aucune limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le juge le décide, il envoie des gendarmes faire des perquisitions chez n'importe quel membre d'association participant à cette lutte. Donc on a subi une vingtaine de perquisitions. Ça s'est doublé d'un espèce d'harcèlement judiciaire des gens sur place. Donc pour le moindre motif, transporter un Opinel dans un camion, c'était immédiatement se heurter à finir au tribunal. Et donc il y a eu près de 40 procès en l'espace de 6 mois. 25 interdictions de territoire pour les gens jusqu'à 2 ans en Meuse-Haute-Marne. Et au final, une série de 14 perquisitions qui ont abouti à 10 mises en examen de personnes qui sont parmi les plus investies dans la lutte. Donc aujourd'hui, on est 10 personnes qui n'avons pas le droit de nous voir, avec une instruction qui va durer plusieurs années, et avec interdiction de territoire d'aller sur place. Donc on ne peut plus faire de réunions entre nous, puisqu'on n'a plus le droit d'être dans le même endroit en même temps. Et par les contrôles judiciaires, c'est plusieurs années de paralysie que ça induit en fait. Voilà un peu la situation.